Donc j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pascal Fanny-Persel, qui est professeur de climatologie et de sciences de l'environnement à l'UCL, et qui a aussi été un personnage important du GIEC, puisqu'il a été vice-président du GIEC de 2008 à 2015. L'ouvrage le plus récent de Jean-Pascal est celui-ci. Il s'agit d'un entretien qui s'intitule « Une vie au cœur des turbulences climatiques » et qui retrace, d'une certaine manière, la biographie et le travail de Jean-Pascal Fanny-Persel. C'est un honneur de... Surtout du GIEC et de l'histoire. Oui. Il y a quand même une partie sur votre histoire plus personnelle et votre parcours intellectuel. Donc c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. Tout plaisir est pour moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais parler du GIEC cet après-midi. D'abord, un rappel de ce que c'est que le GIEC, parce qu'on torture souvent son nom. Il s'agit du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça, c'est le nom officiel français du GIEC. C'est aussi IPCC en anglais. Intergovernmental Panel on Climate Change. C'est légèrement différent. Le mot expert ne se trouve pas dans le terme anglais. Mais il est sous-entendu dans le mot panel utilisé. Alors, pourquoi est-ce que le GIEC a été créé il y a 30 ans? On vient de fêter, il y a 15 jours, les 30 ans du GIEC, la plénière qui s'est réunie à Paris. Eh bien, c'est un peu une caricature, mais un petit peu pour les raisons que je vais vous expliquer. Et je vais vous montrer dans les 3 dias qui suivent. Ceci, c'est une diapositive qui illustre un argument qui a été utilisé pendant longtemps, jusqu'il y a 3-4 ans, à propos de la soi-disant pause dans les températures moyennes de la Terre, puisque effectivement, si on regarde ces températures entre 1998 et 2012, à peu près, 2011-2012, eh bien, on peut avoir l'impression, il s'agit ici de la température moyenne de la Terre, on peut avoir l'impression que la température est stable. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle du cherry picking en anglais. Vous allez choisir les points de données qui viennent soutenir une thèse. C'est en fait une manière très malhonnête de présenter les choses, parce qu'on aurait pu, au cours des 100 dernières années, choisir de très nombreuses autres périodes de 5 ou 10 ans pendant lesquelles on avait une soi-disant pause de la température globale, et c'est évidemment l'ensemble des données qu'il faut regarder, et encore, mon diagramme s'arrête en 2012, mais si je l'avais continué, si j'avais les données pour les dernières années, dans la même présentation, on serait à peu près ici, hein, puisqu'on n'a pas arrêté de battre des records en termes de température globale depuis 5 ans à peu près. Donc le climat, il se définit bien sur une trentaine d'années, il ne se définit pas sur une année ou deux, il faut vraiment regarder les tendances. Et si j'ai montré ces diapositives et montré qu'on peut présenter, que certains présentent de manière très malhonnête certaines des données scientifiques, c'est pour expliquer pourquoi le GIEC a été créé par les Nations Unies il y a 30 ans. C'est justement pour fournir aux décideurs du monde entier, dans tous les domaines, les décideurs politiques, les décideurs économiques, mais finalement tous les habitants de la planète qui ont des décisions à prendre tous les jours, une source, la source la plus objective possible d'informations à propos de toutes les dimensions des changements climatiques, comme on va l'évoquer. Alors comme j'y viens peut-être de créer la confusion un tout petit peu, mais je ne crois pas trop, on ne sait jamais, à propos de l'évolution de la température, je vais vous montrer sous une toute autre forme, une forme dynamique, l'évolution des températures depuis 1850, et vous voyez à quel point on se rapproche rapidement des 2 limites qui ont été évoquées dans l'accord de Paris, à la limite de 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel et la limite de 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel qui est le cercle extérieur. Vous avez les mois de l'année qui font le tour de l'horloge, mais sinon il s'agit de la température en moyenne globale, et on voit à quelle vitesse cette température évidemment avec des fluctuations d'une année à l'autre, le climat n'est pas parfaitement dans le même état d'une année à l'autre, il y a des échanges importants d'énergie entre l'atmosphère et l'océan notamment, mais la tendance générale est très clairement
une tendance de réchauffement rapide et qui nous amène très près de ces limites qui ont été estimées, non pas par le GIEC, comme ça a été dit peut-être à l'un de l'autre séminaire précédent, mais par les décideurs politiques réunis lors des COP, estimés comme un seuil dangereux. Pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation de température? Je vous rassure, je vais arriver au GIEC dans un instant, mais tout de même un diagramme complémentaire au passage. C'est parce que les activités humaines ont réussi à perturber de manière majeure le cycle du carbone, le cycle du CO2, et ce qui est montré ici, c'est l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 est un gaz très bien mélangé, donc qu'on le mesure à un endroit ou l'autre, à condition qu'on soit éloigné des sources immédiates de CO2, on a à peu près les mêmes chiffres. Ceci sont des mesures qui sont faites depuis une soixantaine d'années au sommet d'un volcan éteint à Hawaï. C'est la station de référence qui a le plus long enregistrement de la quantité de CO2. Ce sont des mesures qui ont été complétées, comme vous le voyez, par des reconstructions pour des périodes précédentes, puisque ce qui est montré ici, c'est la concentration au cours des 10 000 dernières années. Et ce que l'on voit, c'est que pendant 9800 ans, quasiment, depuis jusqu'au début de la révolution industrielle, cette concentration, elle est aux alentours de 260, quelque part entre 260 et 280 millionièmes dans l'atmosphère, et que depuis la révolution industrielle, eh bien, on a une valeur de CO2 qui a explosé, qui a atteint des valeurs qui n'ont jamais été observées pendant toute l'histoire de l'humanité, non pas l'histoire de la Terre, mais l'histoire de l'humanité. Donc on n'a jamais eu des valeurs aussi élevées que celle-là. Et vous avez la valeur ici à quelques jours, presque 410 millionièmes. On va arriver sans doute à 411 cette année-ci, et puis on va redescendre un petit peu avec le cycle saisonnier, et puis on sera sans doute à 413 l'année prochaine. Malheureusement, mais vous voyez à quel point cette concentration a évolué rapidement depuis qu'on a commencé à brûler massivement du charbon, du pétrole et du gaz, et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, eh bien c'est devenu le facteur majeur qui explique le réchauffement que je vous ai montré. Et donc les Nations Unies ont estimé, il y a 30 ans déjà, qu'il était important, vu les controverses que je vous ai illustrées par cette caricature, mais basée sur la réalité, de certains arguments utilisés autour de la question du changement climatique, les Nations Unies ont estimé qu'il était important de fournir aux décideurs une source objective d'information, la plus objective possible. Vous savez qu'on peut toujours discuter, les éminents spécialistes de l'objectivité ici et de l'expertise, donc je suis très prudent, enfin la plus objective possible d'information à propos de toutes les dimensions de la question, les causes des changements climatiques, les mécanismes à l'œuvre dans le système climatique, les mécanismes physiques, les mécanismes chimiques, biologiques, plutôt le côté sciences naturelles, les scénarios possibles d'évolution du climat dans le futur, sur la base de différentes hypothèses, l'analyse des conséquences, soit les conséquences déjà observées, soit les conséquences auxquelles on doit malheureusement s'attendre si le climat évolue suivant tel ou tel scénario, que ce soit les conséquences pour l'environnement, pour les écosystèmes, ou que ce soit les conséquences pour les activités humaines elles-mêmes. Et puis enfin, et c'est évidemment très important, les options de réponse, quelles sont les possibilités d'agir par rapport à ces changements climatiques, dans deux grandes catégories. La catégorie de l'adaptation à la partie des changements climatiques qui est déjà là, et à celle qu'on ne pourra pas éviter vu l'inertie du système, même si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre ce soir, le changement climatique continuerait le réchauffement continuerait à se produire pendant un certain nombre d'années, mais aussi, très important, l'autre catégorie d'action, ce qu'on appelle en français l'atténuation. Je trouve personnellement c'est une très mauvaise traduction, mais c'est la traduction officielle, donc je vais l'utiliser du mot anglais mitigation, qui exprime beaucoup mieux, à mon avis, l'idée de prévenir, de prévention par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque le GIEC a identifié les gaz à effet de serre, le CO2 en particulier, comme le principal facteur, je reviendrai sur ce point-là, d'évolution du climat et notamment de sa température.
Alors, ce sont deux agences des Nations Unies qui ont mis en œuvre cette résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui visait à la création du GIEC en 1988. C'est l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Voilà le mandat précis du GIEC tel qu'il existe dans les textes, tel qu'il se trouve, tel qu'il figure dans les textes de référence, où il s'agit non pas de faire, c'est très important, non pas de faire des recherches supplémentaires sur les changements climatiques, mais de faire d'une certaine manière quelque chose qui est plus original, parce que des recherches sur les changements climatiques, il y a maintenant des milliers d'articles qui sont publiés chaque année. Ce n'est pas tellement la recherche qui manque. Ce qui manquait à ce moment-là, et qui s'est révélé fort utile par la suite, c'est l'évaluation. Donc c'est l'idée de faire des assessments, des évaluations de l'état des connaissances, d'une manière, la manière la plus complète possible, la manière la plus objective, ouverte et transparente possible, à propos des informations scientifiques, techniques et socio-économiques. Donc ça ratisse très large, en se basant principalement, ce n'est pas écrit ici, mais c'est comme ça que ça se passe, sur la littérature scientifique publiée dans des revues à comité de lecture. C'est la source principale d'information sur laquelle s'appuie le GIEC pour écrire ses rapports, à propos des risques des changements climatiques induits par les activités humaines, ses impacts potentiels et, comme je l'ai dit il y a un instant, les options d'adaptation et d'atténuation. Les rapports du GIEC ne peuvent pas être prescriptifs, ils doivent être neutres par rapport aux décisions à prendre. Donc le GIEC ne recommande jamais telle ou telle technologie, par exemple, mais il évalue pour chacune des options possibles, des décisions qu'il est possible de prendre, les avantages, les inconvénients, des outils qui sont, ou des changements de comportement éventuellement, qui sont à la disposition des décideurs de toutes sortes. Donc, en résumé de ce dernier point, on dit souvent que les rapports du GIEC doivent être et essayent d'être policy relevant, donc pertinents politiquement, utiles à la décision politique, sans être prescriptifs, puisque ce n'est pas la République des savants, ce n'est pas aux experts de prendre le rôle des décideurs. Les décideurs sont mis devant leurs responsabilités, on leur présente les options, on leur présente le diagnostic, mais ce n'est pas... donc le GIEC, d'une certaine manière, fait le diagnostic et il évalue les possibilités d'agir avec différents remèdes, si on fait la comparaison avec le domaine médical, mais il ne prescrit pas les solutions, il laisse là aux décideurs politiques du monde entier. Alors comment est-ce que le GIEC est organisé? Eh bien, il est d'abord et avant tout constitué de membres, et ces membres ne sont pas des personnes, donc ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais on me présente parfois comme un membre du GIEC ou comme un ancien membre du GIEC. Ça aurait été erroné. Personne n'est membre du GIEC. Les membres, en tant que personne, les membres du GIEC, ce sont les gouvernements, puisque le GIEC est intergouvernemental, donc il y a un peu plus de 190 membres potentiels. Je ne dis pas qu'ils participent tous aux travaux du GIEC, mais enfin il y en a typiquement 150 ou même sur à peu près les 195 membres des Nations Unies qui participent. Et ces membres se réunissent typiquement 2 fois par an, parfois 3 fois par an quand il y a de bonnes raisons de le faire, lors d'une assemblée plénière. Il vient d'y en avoir une il y a 3 semaines à Paris, 15 jours, 3 semaines à Paris. Et il y en aura une autre début septembre, dont vous entendrez sans doute parler pour des raisons que j'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, ça c'est, si vous voulez, le Parlement du GIEC qui réunit l'ensemble de ses membres, la plénière du GIEC, comme on l'appelle, qui élit tous les 6 ou 7 ans un bureau qui est en charge de la gestion quotidienne des activités du GIEC. C'est un bureau qui est constitué de membres. Là, les membres du bureau sont des personnes. Il faut distinguer les membres du GIEC et les membres du bureau du GIEC. J'ai été membre du bureau du GIEC. Les membres du GIEC, c'était par exemple la Belgique, en l'occurrence. Et ces membres sont évidemment représentatifs de toutes les régions du monde. Il y a autant de membres pour l'Europe, autant de membres pour l'Asie, autant pour l'Amérique du Nord, autant pour l'Amérique du Sud, etc.
Pour ce qui concerne le travail scientifique lui-même, il se passe, et il est géré au sens large par le bureau, donc les 34 ou les 35 membres du bureau, mais le travail au quotidien se passe dans les groupes de travail. Il y a 3 groupes de travail, et les 3 groupes de travail divisent les domaines auxquels s'attache le GIEC de la manière suivante. Le premier s'intéresse aux processus climatiques eux-mêmes. On parle, le sous-titre est souvent la base physique. Je trouve que ça pourrait être un peu plus large que la base physique, parce qu'il y a beaucoup de biologie, beaucoup de chimie qui s'y trouve aussi. C'est donc le groupe 1 qui s'occupe vraiment des aspects climatologiques. Qu'est-ce qui se passe dans le système climatique? Quels sont les facteurs dominants? Quel est le poids respectif des facteurs naturels, des facteurs humains dans l'évolution passée? Quelles sont les évolutions que l'on peut attendre sur la base de scénarios qui ne sont pas produits par le groupe 1, mais qui sont produits par le groupe 3, le groupe 3 étant celui qui s'intéresse à l'atténuation, donc à tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit les émissions passées ou les émissions futures, et c'est dans ce cadre-là que le groupe 3 s'intéresse au scénario, et le groupe 3 s'intéresse aussi aux manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis le groupe 2, au milieu, s'occupe des conséquences, donc les impacts de l'adaptation et de la vulnérabilité au changement climatique. Chacun de ces groupes de travail produit, lors d'un cycle d'évaluation, et il y a eu déjà 5 cycles d'évaluation depuis la création du GIEC, un rapport complet d'évaluation, et chaque groupe de travail fournit une contribution, un volume d'habitude, bon, parfois c'est 2 volumes, typiquement c'est un volume, à ce rapport d'évaluation. Et puis, quand chacun des groupes de travail a terminé son travail, il y a aussi quelque chose qui rassemble l'ensemble des groupes de travail autour ce qu'on appelle le rapport de synthèse, qui est transversal et qui explore les questions principales que les décideurs politiques se posent en allant chercher les éléments au sein de tous les groupes de travail. Pour vous donner une toute petite idée, je n'ai pas pris les rapports eux-mêmes, ils sont beaucoup trop épais. Chaque contribution du dernier rapport a à peu près cette épaisseur-ci, dans la version imprimée. J'ai simplement pris le résumé pour les décideurs, le résumé technique et la foire aux questions. J'ai pris la version en français. Rien que pour le groupe 1, c'est déjà ce document-ci, je le fais passer pour jeter un coup d'œil. Et j'ai pris aussi, pour que vous jetez un coup d'œil, tout ça est sur Internet, donc de temps en temps c'est intéressant d'avoir une version imprimée que l'on peut feuilleter pour avoir une idée, pour avoir éventuellement l'envie d'aller sur Internet chercher le contenu. Ceci, c'est le dernier rapport de synthèse qui a été publié donc, en 2014, à la fin du 5e cycle d'évaluation. Alors il y a une dernière composante dans la partie, disons, scientifique et technique du GIEC, c'est la task force sur les inventaires, qui a un rôle très important, méconnu mais très important, beaucoup moins médiatisé que le rôle des 3 groupes de travail, mais c'est très important parce que c'est une task force qui définit les méthodologies qui sont utilisées dans le monde entier par tous les pays qui sont partis à la Convention cadre des changements climatiques, qui définit les méthodologies à propos des inventaires d'émissions. Donc comment est-ce que les pays mais ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de chaque pays, ce sont les secteurs économiques qui doivent suivre ces règles-là. Comment est-ce qu'on définit les inventaires d'émissions? Comment est-ce qu'on estime, par exemple, les émissions de CO2 du transport, alors que, évidemment, personne n'a les moyens de mettre un appareil de mesure à la sortie de chaque pot d'échappement. Donc il faut se mettre d'accord sur une manière de fournir des chiffres sur les inventaires d'émissions des différents gaz à effet de serre, des différents facteurs qui influencent le climat, en fonction des données disponibles, que ce soit les statistiques d'importation ou de production de combustibles fossiles, ou que ce soit autre chose, que ce soit des statistiques économiques de production de différents produits, d'acier, d'aluminium, que sais-je, et bien tout cela est cadré par des méthodologies qui sont publiées aussi tous les
5 à 10 ans, hein, ce n'est pas aussi régulier que les rapports d'évaluation, par cette task force qui fournit ces méthodologies à la convention cadre qui décide de la manière de les utiliser, soit en les rendant obligatoires ou partiellement obligatoires, ou en conseillant les pays d'utiliser une part plus ou moins importante de ces guidelines sur les inventaires. Alors il y a un secrétariat, un petit secrétariat à Genève, ce sont à peu près les seules personnes qui sont payées par le GIEC, parce que tous les membres du bureau ne sont pas payés pour ce travail-là. Les coprésidents, il y a 2 coprésidents pour chaque groupe de travail, ne sont pas davantage payés pour ce rôle-là, même s'ils travaillent à peu près à temps plein pour le GIEC quand ils sont coprésidents des groupes de travail. Et chaque groupe de travail a un secrétariat qui est situé dans le pays qui est prêt à le payer, et ça change à chaque cycle d'évaluation. Pour vous donner une idée, le 5e rapport d'évaluation, le groupe de travail 1 avait son secrétariat en Suisse parce que le coprésident du pays développé, quand il dit qu'il y a 2 coprésidents, il y a un coprésident d'un pays développé, un coprésident d'un pays en développement. Il y a toujours des équilibres importants à respecter dans la composition des équipes qui sont au travail. Donc c'est évidemment la Suisse qui avait financé ce secrétariat-là, l'autre coprésident étant chinois. Le groupe 2 était coprésidé par un États-Unien, un Américain, il y avait donc le secrétariat du groupe 2 qui se trouvait aux États-Unis, et le coprésident du groupe 2 était, ça m'échappe à l'instant, le coprésident du groupe 2 était j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus qui était le coprésident du groupe 2. Ce n'était pas un Argentin, ça c'était au cycle précédent. Ça me reviendra peut-être, peu importe. Et le groupe 3 était présidé par un Allemand. Donc le secrétariat était en Allemagne. Le secrétariat étant payé par le pays qui a les moyens de le faire, c'est toujours le président du pays riche, du pays développé en question, qui a le secrétariat à côté de lui, ce qui pose certains problèmes parfois avec les coprésidents des pays en développement, qui sont par définition un peu plus éloignés de là où ça se passe. Et donc le groupe 3 avait un coprésident allemand, et puis parce qu'il y avait eu un ex-aequo à l'élection, une procédure de vote qui n'avait pas prévu, le cas des ex-aequo, qui n'avait pas prévu qu'on revote pour éliminer éventuellement le coprésident de trop, et bien exceptionnellement, il y a eu 3 coprésidents pour le groupe 3 la dernière fois, donc 2 présidents de pays en développement, un coprésident du Mali et un coprésident de Cuba. Dans ce cycle-ci, c'est la France et la Chine, donc un secrétariat à Paris. Pour le groupe 2, c'est en Allemagne. Donc c'est un coprésident allemand et une coprésidente sud-africaine, et le groupe 3, c'est un coprésident du Royaume-Uni et un coprésident indien. Pour la task force, aujourd'hui c'est un japonais, donc le secrétariat est au Japon, et un péruvien. Pour vous donner une petite idée de la distribution géographique, en tout cas des responsables actuels du jeu. Et puis alors chaque groupe de travail a une partie du bureau, si vous voulez, on peut voir autrement. Le bureau est constitué notamment par l'addition des bureaux de chaque groupe de travail, plus un président, évidemment, 3 vice-présidents, j'étais un des 3 vice-présidents lors du cycle précédent, et tout cela ensemble constitue le bureau. Et puis alors il y a le secrétariat à Genève qui assure l'administration, la distribution des informations, la gestion du site web, les publications sur papier, etc. Alors comment est-ce que le GIEC prépare un rapport, puisque le séminaire que je fais aujourd'hui est sur le travail du GIEC, je vous explique d'abord, avant de parler un petit peu des résultats, s'il reste du temps, comment le GIEC travaille. Par exemple, pour le 5e rapport, qu'on appelle dans notre jargon l'AR5, l'Assessment Report numéro 5, un processus qui a pris à peu près 4 ans, qui a fait travailler ensemble un peu plus de 800 auteurs principaux du monde entier.
voilà comment les choses se passent. Il y a d'abord la plénière, hein, la plénière c'est le parlement du GIEC d'une certaine manière, qui a d'une certaine manière le pouvoir ultime sur les grands axes de ce que fait le GIEC, décide, après un processus qui peut prendre de 6 mois à 1 an de préparation, décide de la table des matières du prochain rapport d'évaluation en le faisant volume par volume. Donc chaque volume a une table des matières précise, avec pour chaque chapitre des sous-sections qui sont identifiées, qui correspondent aux intérêts du moment de la communauté internationale. Donc les tables des matières évoluent au fil du temps. La table des matières du premier rapport n'est pas la même, publiée en 1990, n'est pas du tout la même que la table des matières du 5e, ni de celui qui est en préparation maintenant, qui va commencer à être écrit dans les mois qui viennent, le 6e rapport qui sera publié en 2021 et 2022. Donc, après tout ce travail préparatoire, la plénière décide de la table des matières et sur la base de cette table des matières, un appel est fait à la communauté scientifique internationale et au gouvernement membre du GIEC pour que des CV soient envoyés de scientifiques qui sont prêts à travailler pour le GIEC, à contribuer à son travail, en indiquant évidemment pour quel chapitre au singulier, au pluriel, ils sont prêts à faire ce travail, en précisant le rôle qu'ils souhaitent assumer, que ce soit le rôle d'auteur principal ou d'auteur principal coordinateur. C'est évidemment les coordinateurs pour chaque chapitre qui ont la charge la plus lourde et la responsabilité la plus importante. Ou éventuellement, les scientifiques peuvent aussi se porter volontaires comme review editor. Je n'ai jamais trouvé la traduction officielle adéquate et je vous expliquerai un peu plus tard de quoi il s'agit. Donc, de très nombreux CV sont reçus. Pour vous donner une idée, pour la R5, le bureau a reçu 3000 CV du monde entier et pour la R6, 7000. Donc, certains pensaient qu'il y aurait une fatigue de la communauté scientifique et qu'il y aurait moins de candidats peut-être au fil du temps. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a de plus en plus de scientifiques qui souhaitent participer aux travaux du GIEC, ce qui est très bien, mais ça rend évidemment le travail du bureau plus difficile, puisque le bureau doit sélectionner sur la base de la qualité des CV, de l'adéquation des CV aux chapitres qui doivent être écrits, évidemment un chiffre plus raisonnable, déjà 800 auteurs pour les 3 volumes en question, c'est déjà un nombre très respectable de scientifiques qui doivent travailler ensemble pendant 3 ans. Voilà. Alors, une fois que les équipes d'auteurs sont sélectionnées, typiquement un chapitre a entre 6 et 15 auteurs, ça dépend un peu de l'ampleur du chapitre, avec un équilibre géographique, un équilibre dans les compétences, avec un équilibre aussi dans l'expérience au GIEC. Il y a un renouvellement des équipes, mais c'est aussi important qu'il y ait dans chaque équipe des auteurs qui connaissent les procédures et qui ont déjà vécu un cycle, parfois plus d'un cycle d'écriture précédemment. Les équipes alors commencent à travailler sur la base, comme je vous l'ai dit, de la littérature scientifique, principalement les revues à comité de lecture, mais on a des règles pour pouvoir prendre en compte à certaines conditions, notamment que l'information ne se trouve pas disponible dans la littérature scientifique, ce qui peut arriver, des informations techniques, des informations commerciales par exemple, on peut à certaines conditions utiliser de l'information qui se trouve dans la littérature grise et qui n'est pas publiée dans la littérature scientifique. Mais ça doit se faire avec une prudence particulière. Alors les auteurs, sur cette base-là, publient un premier, quand je dis publient, élaborent plus exactement un premier projet de texte qui est soumis à un premier cycle de relecture qui n'est ouvert, ce premier cycle de relecture, qu'aux experts.
Qu'est-ce qu'on entend par expert? On entend d'abord tous ceux qui se sont portés candidats mais qui n'ont pas été sélectionnés, donc on suppose qu'ils ont un certain degré d'expertise par rapport aux matières en question. Donc ça fait déjà plus de 2000 scientifiques qui sont invités à se porter volontaires, s'ils le souhaitent, pour relire le texte. Mais c'est ouvert plus largement, puisque chaque fois qu'il y a un volume en relecture, ils ne sont pas tous ouverts à la relecture en même temps, heureusement, donc on essaie quand même de répartir un petit peu dans le temps le travail. Il y a la possibilité de s'auto-enregistrer comme volontaire pour participer à la relecture, en précisant quel est son domaine d'expertise, en donnant quelques publications pertinentes dont on est auteur ou co-auteur et qui attestent du fait qu'on a ce degré d'expertise. On doit signer bien sûr un accord de confidentialité aussi pour avoir accès au texte, et alors on a la possibilité de contribuer à cette relecture. On a une phase qui a typiquement, je vais vous donner quelques calendriers précis dans un instant, qui a typiquement 2 mois, donc on a typiquement 2 mois pour participer à cette relecture. On n'est pas obligé de passer en revue les 2000 pages de chaque projet de texte, heureusement. On peut très bien se limiter à un commentaire sur une demi-page qui vous intéresse particulièrement et sur laquelle vous avez une contribution à apporter. Donc je vous invite à surveiller le site du GIEC pour voir quelles sont les périodes de relecture prochaines et si vous le souhaitez, à participer à cette relecture, ce qui peut être très intéressant pour voir de l'intérieur comment ça se passe et aussi pour contribuer à ce travail en tant que relecteur. Alors, ce sont des milliers de commentaires qui sont collectés de cette manière-là, déjà au bout du premier cycle de relecture. Je ne connais pas les chiffres cycle par cycle, mais pour vous donner une idée, chaque volume pour le 5e rapport d'évaluation a fait l'objet d'à peu près 50 000 commentaires, un petit peu moins de 50 000 commentaires. Donc il y a 2 cycles de relecture pour le rapport complet, donc ça fait à peu près 25 000 commentaires, 20 à 25 000 commentaires pour chaque cycle de relecture. Si vous avez, d'habitude il y a un peu plus que 10 chapitres, mais ça donne une idée, disons 10 pour faire simple, ça fait que vous avez des chapitres sur lesquels vous avez votre chapitre, vous avez 2000 commentaires, parfois le double parce qu'il y a beaucoup de commentaires, parce que c'est un sujet un peu plus controversé. Donc vous avez des milliers de commentaires à traiter. Et, ils sont organisés par le secrétariat de façon à ce que tous les commentaires soient évidemment remis dans l'ordre, de façon à ce que vous ayez tous les commentaires sur le paragraphe en question et puis tous les commentaires sur le paragraphe suivant, etc. Vous recevez un tableau Excel quand vous êtes auteur, qui vous dit exactement à quel endroit se rapporte le commentaire, qui vous dit qui a fait le commentaire, qui vous donne le commentaire, et puis qui vous offre des cases blanches que, si vous êtes auteur, vous devez remplir. Vous devez remplir comment? En disant ce que vous faites avec le commentaire. Et vous pouvez écrire ce commentaire ne vaut absolument rien, il est tout à fait farfelu et je vais m'asseoir dessus. Mais il faut savoir que tous les commentaires et les réponses sont publiés par la suite sur le site du GIEC. Ça, c'est la transparence dont je parlais tout à l'heure. Donc, les auteurs sont quand même invités à réfléchir un petit peu à ce qu'ils font. Ça peut être d'ignorer, de rejeter le commentaire parce qu'il y a tel autre article que celui cité dans le commentaire qui dit le contraire, ou parce qu'ils n'ont pas bien compris ou parce que sais-je, c'est un détail qui n'affecte que la 10e décimale, ou que sais-je. Et tous ces commentaires et les réponses sont publiés quand le rapport est terminé sur le site du GIEC. Donc vous pouvez aller lire, si ça vous amuse, les 150 000 commentaires, et c'est 140 000 commentaires et les 140 000 réponses pour le dernier cycle. Et ce n'est pas tout. Dans les équipes, avec les équipes d'auteurs, à partir du moment où les commentaires commencent à revenir et à devoir être pris en compte pour faire la version suivante du texte, qui est à son tour soumise à un cycle
cycle de relecture, il y a ce qu'on appelle les review editors, qui sont des scientifiques seniors qui ont déjà participé aux travaux du GIEC précédemment et qui accompagnent les auteurs avec principalement deux éléments dans leur mandat. D'une part, s'assurer que les auteurs traitent objectivement les commentaires d'où qu'ils viennent, avec la même rigueur, avec le même sérieux, et qui aide aussi les auteurs à suivre les procédures du GIEC à propos notamment du traitement des controverses dans la littérature. Parce que contrairement à ce qu'on écrit souvent ce que certains écrivent et qui est à côté de la plaque, le GIEC ne produit pas des documents de consensus. Oui, évidemment, il recherche le consensus scientifique là où il est présent, mais là où il y a des controverses, là où il y a des points d'interrogation, là où il y a des sujets de recherche qui n'ont pas encore reçu qui n'ont pas encore abouti à ce qu'il y ait un consensus solide sur la question, eh bien le GIEC doit refléter, les auteurs doivent refléter l'état des controverses en disant voilà, il y a telle partie de la littérature qui dit ceci, il y a telle autre partie de la littérature qui dit ça, et en disant éventuellement il faudra faire des recherches dans telle ou telle direction pour résoudre ce problème-là pour le rapport suivant. Voilà, vous avez compris la mécanique. Il y a donc deux cycles complets de relecture pour les rapports eux-mêmes. Le premier qui est ouvert aux experts, le deuxième qui est ouvert aux experts et au gouvernement. Les experts ont une deuxième fois la possibilité de voir la deuxième version et voir comment on a fait éventuellement, comment on a pris en compte éventuellement les commentaires qu'ils ont fait la première fois. Et pour la première fois, lors de ce deuxième cycle de relecture, les gouvernements ont la possibilité de faire des commentaires également. Et puis il y a un troisième cycle de relecture qui ne concerne, lui, que le résumé pour le décideur. Donc vous avez dans les deux documents que j'ai fait circuler, dans chacun de ces deux documents, vous avez un résumé pour les décideurs. Donc le rapport de synthèse a aussi un résumé pour les décideurs du rapport de synthèse. Donc il ne faut pas confondre le rapport de synthèse et le résumé pour les décideurs. Et le rapport du groupe 1 que j'ai fait circuler contient aussi un résumé pour les décideurs de la contribution du groupe 1 au 5e rapport d'évaluation du GIEC. Et chaque groupe de travail a son résumé pour les décideurs. Ce résumé pour les décideurs, qui n'existe évidemment qu'à partir de la deuxième version du rapport, est soumis à deux cycles complets de commentaires. Le premier, ce cycle combiné experts et gouvernements, et le dernier, uniquement les gouvernements. Maintenant, les gouvernements sont libres de consulter les experts qu'ils veulent, mais normalement, dans le dernier cycle, ce sont que les gouvernements qui ont l'occasion de faire des commentaires sur le résumé, plus sur le rapport complet. On ne peut pas continuer éternellement à modifier le rapport complet, mais dans la trajectoire finale, le but c'est d'avoir un résumé pour les décideurs qui reflète bien et qui reflète d'une manière utile pour la décision politique le contenu des rapports qui vont évidemment pas être lus dans leur entièreté par les décideurs eux-mêmes d'habitude, peut-être par leur administration, par leurs experts, mais pas par les ministres ou les chefs d'État. Et puis, il y a... donc, tout commence avec une plénière, mais tout se termine avec une plénière aussi. Donc, et c'est dans ce sens-là que je pense que vous entendrez parler de la plénière du mois d'octobre en Corée du Sud cette année-ci, puisqu'on va avoir un rapport spécial qui va être approuvé. Plus exactement, on va approuver le résumé pour les décideurs et on va adopter, on utilise un dessin et des mots différents, on va adopter le rapport complet. Et l'approbation, la raison pour laquelle on utilise des mots différents, c'est que le processus est très différent. L'approbation du résumé pour les décideurs, il fait une quinzaine de pages, se fait mot à mot, se fait ligne par ligne, mot à mot. Donc il faut imaginer une salle où il y a 400 personnes qui représentent 150 gouvernements et qui ont tous leur avis sur chaque mot de ce document d'une quinzaine de pages. Le débat se fait en présence des auteurs principaux du rapport et on ne vote pas. On ne travaille que par consensus. Vous comprenez pourquoi il faut typiquement une petite semaine pour se mettre d'accord sur un résumé pour les décideurs.
et qu'on ne travaille pas que de 9 h à 17 h. En tout cas, les 2 derniers jours, on passe une partie de la nuit d'habitude à essayer de se mettre d'accord aussi. Alors, ce sont les scientifiques qui ont le dernier mot sur ce qui se trouve dans le rapport pour les décideurs, même s'il y a des demandes exprimées parfois de manière très très forte par les représentants des gouvernements, parce qu'il y a tel ou tel aspect du texte qui ne leur plaît pas du tout. Ça peut être le cas de ceux qui ont des combustibles fossiles à vendre, par exemple, que ce soit du charbon, du pétrole, du gaz, qui ont des intérêts économiques très importants à défendre, mais jamais ils n'obtiendront que l'on écrive dans le résumé pour les décideurs quelque chose qui n'est pas soutenu par le rapport. Par contre, et c'est là que chaque mot dans ce que j'ai dit est important, les scientifiques n'ont pas le dernier mot sur ce qui n'est pas dans le rapport pour le décideur. Autrement dit, ce qui arrive parfois, et c'est déjà arrivé quelquefois, c'est que, en l'absence d'un consensus sur une formulation qui reflète le rapport, auquel on ne touche plus lors de la plénière, parce qu'on l'adopte dans son ensemble, on ne touche plus à quelques détails près, on ne touche plus au rapport lui-même. Ce qui peut arriver, c'est qu'on ait une partie du résumé pour les décideurs, un paragraphe ou une section qui disparaissent dans la dernière ligne droite du texte. Mais comme on ne peut plus toucher au rapport lui-même, l'information scientifique complète se trouve toujours dans le rapport, même s'il n'est parfois pas entièrement reflété dans le résumé pour les décideurs. Donc ce qu'il y a dans le résumé pour les décideurs reflète l'avis des scientifiques qui ont écrit le rapport, mais il y a parfois l'un ou l'autre aspect qu'ils auraient bien voulu voir reflété dans le résumé et qui ne se trouve que dans le rapport et pas dans le résumé. Voilà. Ça, c'est le prix de la manière compliquée dont le GIEC travaille. C'est le prix, mais je crois que le fait que le GIEC soit intergouvernemental a aussi une valeur très importante parce que les gouvernements qui ont passé une semaine à approuver plutôt mot à mot le résumé, ils ne peuvent pas aller dire à la Convention climat 6 mois plus tard, ah ben ça, ce rapport, pour nous, ça ne vaut rien. Non, parce qu'ils ont été associés de très près, mot à mot, au contenu du résumé pour les décideurs, et donc ils sont quelque part tenus de faire autre chose que mettre leur rapport dans un tiroir. Il y a bien des instances internationales qui ne sont pas intergouvernementales et qui ne comportent parmi leurs membres que des scientifiques, et je peux vous assurer que ces rapports, qui sont magnifiquement écrits, qui ont une rigueur scientifique parfaite, eh bien, dans la plupart des cas, ils sont mis dans des tiroirs. Et ils sont tout simplement ignorés par les gouvernements, beaucoup plus que les rapports qui résultent d'un processus intergouvernemental comme celui du GIEC. Donc, voilà, évidemment, on ne va pas regarder l'ensemble des détails sur cette diapositive, mais voici pour le 4e rapport d'évaluation, c'est le calendrier que j'avais sous la main, pour les 3 groupes de travail 1, 2 et 3, les calendriers, je vous explique les abréviations. Ça, c'est le lead author meeting numéro 1, c'est la première réunion des auteurs, elle a lieu, par exemple, pour le groupe 1 en septembre 2004. Ils ont 19 semaines pour écrire leur premier draft, donc c'est pas tellement long, ça passe vite. Puis il y a une revue informelle interne, dont je n'ai pas parlé, mais qui s'ajoute à cette procédure qui a duré 2 mois. Ils ont peu de temps pour considérer cette revue informelle, mais ils ne sont pas obligés pour la revue informelle de dire ce qu'ils font avec chaque commentaire, parce qu'ils consultent que les experts qu'ils choisissent pour la revue informelle, donc c'est un processus un peu rapide. On a une 2e réunion d'auteurs qui a lieu en mai 2005, donc septembre 2004, mai 2005. Ils ont de nouveau 18 mois pour produire le premier draft qui va être ouvert officiellement à la relecture des experts en ouvrant au monde entier. Il y a 2 mois pour faire les commentaires, 5 semaines pour prendre les commentaires en compte, une nouvelle réunion d'auteurs en décembre 2005 pour préparer le 2e draft, ce pourquoi ils ont, après leur réunion, de nouveau 17 semaines à peu près. Puis il y a la période de relecture, le 2e cycle officiel de relecture expert pour le gouvernement pendant 2 mois, la considération des commentaires pendant 3 semaines, la 4e réunion
des auteurs, et puis la préparation du draft final. Donc le troisième draft du rapport, qui est normalement, pour ce qui concerne le rapport complet, le draft final. Donc vous comprenez pourquoi ça prend du temps de faire un rapport du GIEC, mais c'est le prix pour avoir quelque chose qui est très rigoureux, très solide. Et puis alors, on a la distribution de ce draft final vers le mois de début janvier, je crois, 2007, et puis la dernière période de relecture uniquement pour le résumé pour les décideurs, Summary for Policy Makers, une période de 6 semaines, et puis la plénière qui a eu lieu cette année-là, en février 2007, pour le groupe 1. Ceci, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce qu'il y a en plus par rapport à ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il y a en plus des auteurs principaux, donc les 831 auteurs principaux pour le 5e rapport, il y a des auteurs contributeurs qui sont sollicités par les équipes de chaque chapitre pour contribuer un paragraphe, une demi-page, un graphique particulier pour compléter le chapitre. Et ce sont donc des auteurs qui ont un rôle moins important que les lead auteurs ou que les coordinating lead auteurs. Je vous ai expliqué ceci aussi, c'est noir sur blanc la procédure de sélection des auteurs et des coordinating lead auteurs. Peut-être que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout comme les groupes de travail ont un coprésident d'un pays développé et un coprésident d'un pays en développement, chaque chapitre a aussi au moins un CLA, un auteur coordinateur d'un pays développé et un CLA d'un pays en développement. Ce qui permet d'avoir un certain équilibre dans le traitement des sujets. Et puis alors chaque chapitre a jusqu'à 3 review editors. Je vous ai expliqué le rôle tout à l'heure. Ceci, ce sont les couvertures des rapports d'évaluation du GIEC. Au début, on n'utilisait pas des numéros, donc c'est le First Assessment Report, mais si on, dans la nomenclature aujourd'hui, ce serait l'AR1, publié en 1990, avant la Convention, notez-le. La Convention, elle a été signée en 1992 au sommet de Rio. Le GIEC existait avant la Convention. Et en fait, dans le mandat des Nations Unies pour la création du GIEC, on a demandé que le premier rapport du GIEC fournisse des éléments qui puissent servir à l'élaboration d'une convention. Et donc, on trouve dans le chapitre 11 du groupe 3, dans le chapitre 11 de la contribution du groupe 3 au premier rapport du GIEC, publié en 1990, toute une série d'éléments de texte qui ressemblent très fort, si vous le lisez et que vous lisez le texte de la Convention, au contenu de la Convention qui a été négociée entre 1990 et 1992 et qui est devenue la Convention 4 sur les changements climatiques adoptée à New York en mai 91 et ouverte à la signature à Rio pas en mai 91, en mai 92, et ouverte à la signature au sommet de Rio en juin 1992. Deuxième rapport en 1995, troisième rapport en 2001, quatrième rapport en 2007, et puis vous avez les trois couvertures des trois contributions, groupe 1, groupe 2, groupe 3, pour le dernier rapport. Mais il n'y a pas que les rapports d'évaluation, il y a aussi les rapports spéciaux qui sont faits sur des thèmes particuliers. Il y a toute une série qui a été faite, et après 2011 aussi. Vous avez quelques-uns des titres. Vous avez un rapport spécial sur l'aviation, par exemple. Vous avez un rapport spécial sur l'utilisation des sols. Vous avez un rapport spécial sur... qu'est-ce qu'il y a encore comme rapport spécial dans cette liste-là? Ils ne sont pas tous là, parce que ça, c'est pas la couverture d'un rapport spécial. Mais il y a eu un rapport spécial sur les énergies renouvelables, il y a eu un rapport spécial sur les événements extrêmes, la gestion des événements extrêmes climatiques. Donc, au-delà des rapports d'évaluation, il y a des rapports spéciaux qui sont publiés aussi. Et justement, celui qui va être approuvé, dont on va approuver le résumé pour les décideurs, le texte que l'on va adopter début du mois d'octobre, c'est un rapport spécial sur la question du réchauffement de 1,5 degré, l'objectif de 1,5 degré qui est dans la
l'accord de Paris. Les impacts différents suivant qu'on respecte cet objectif-là ou qu'on respecte seulement, entre guillemets, l'objectif de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement au-dessus du niveau industriel, mais aussi les efforts différents à faire si on veut respecter l'objectif de 2 degrés ou l'objectif de 1,5 degré, ce dernier étant beaucoup plus ambitieux du point de vue des réductions d'émissions que l'objectif de 2 degrés qui est déjà pas mal ambitieux. Une remarque sur l'évolution, et j'ai arrêté ceci en 2007, mais les éléments de contexte pris en compte par le GIEC au fil du temps n'ont pas cessé de s'élargir. C'est l'élargissement des perspectives qui a eu lieu au fil du temps, au fur et à mesure que le GIEC a avancé dans son travail. Le GIEC a été créé au départ très largement autour de spécialistes du cycle du carbone et du climat, donc c'était un focus très sciences naturelles, et petit à petit les éléments économiques, des aspects comme l'équité, les trajectoires de développement, les impacts et l'adaptation ont pris de plus en plus d'importance, le développement durable au fil du temps, et les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 font explicitement partie des éléments de contexte à prendre en compte dans le rapport spécial sur l'objectif de 1,5 degré, par exemple, alors que ces objectifs n'existaient pas avant 2015 et ne pouvaient évidemment pas être pris en compte explicitement auparavant. Alors j'avais promis aussi dans le résumé que j'avais soumis et qui vous a été envoyé avec l'invitation, à parler un petit peu de la manière dont le GIEC traite l'incertitude. Parce qu'au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il était important de codifier la manière dont les auteurs, dans les différents groupes de travail, qualifiaient leur évaluation de la solidité de l'information, de l'accord entre les différents articles qu'on trouve dans la littérature, etc. Et donc, il y a eu pas mal de travail qui a d'ailleurs été synthétisé dans des rapports que vous trouvez aussi sur le site du GIEC, en cherchant bien, parce que le site du GIEC est parfois un petit peu difficile d'accès, en codifiant donc la manière dont, en fonction du degré d'accord dans la littérature, d'une part, et de la quantité d'éléments d'information, de la qualité des éléments d'information d'autre part, donc le poids de l'évidence, la qualité de l'évidence en termes de type, de quantité, de qualité, de cohérence, de manière à aller, si on est sur une diagonale qui va à la fois vers davantage d'accords, d'un accord bas à un accord élevé entre les différents éléments d'information, et sur cet axe-là, sur une évidence qui part d'évidence limitée à évidence robuste, et bien si on est sur une diagonale et qu'on a de plus en plus d'accords et de plus en plus d'évidence, on va avoir une confiance dans la conclusion qui est synthétisée, qui est plus grande. Alors, le processus distingue les cas où, dans la littérature, on a uniquement la possibilité d'avoir une analyse de ces deux axes, donc la qualité de l'évidence et l'accord. Et s'il n'y a pas assez de degrés d'évidence et d'accord, on se limite à présenter non pas ce que l'on peut faire quand on est suffisamment sur la diagonale, quand on est suffisamment avancé sur la diagonale que je vous ai montré, un degré de confiance, mais on présente alors les termes bruts, si vous voulez, de la base d'évaluation sans pouvoir conclure avec un degré de confiance. Alors quand on a suffisamment d'informations pour pouvoir parler d'un degré de confiance dans la conclusion que l'on a, l'évaluation que l'on fait, que le GIEC fait à propos de l'information scientifique, il y a encore deux cas différents.
Ce sont les situations où on a une information probabiliste qui viennent par exemple du fait qu'on a fait 500 simulations avec des modèles en modifiant un tout petit peu les conditions initiales et qu'on a fait une analyse de Monte Carlo des résultats, ou les cas où on a les informations à propos de l'évidence et de l'accord entre les différents éléments de la littérature, mais on n'a pas l'information probabiliste, et dans ce cas-là, on se limite à parler de la confiance sans donner de niveau de probabilité des résultats. Et quand on est limité au niveau de la confiance, bien, on a une échelle de confiance qui va de très bas à très élevé, avec certains critères pour utiliser chacun des termes. Et quand on a des informations de nature probabiliste, on a alors des catégories qui ont évolué au fil du temps, et pour le dernier rapport, ce sont ces catégories-ci, qui vont de exceptionally unlikely, donc exceptionnellement peu probable, ce sont des événements qui ont une probabilité qui se situe entre 0 et 1%, jusqu'à virtuellement certain, quand on se trouve à un niveau de probabilité qui se situe entre 99 et 100%. Et donc, on a un vocabulaire qui est très calibré et qui a été affiné au fil du temps, et qui a fait l'objet d'ateliers, de nombreuses réflexions, de tentatives de coordination. Ce n'est pas toujours facile entre les groupes de travail, parce que les communautés scientifiques du côté sciences naturelles et modélisation du climat n'ont pas toujours les mêmes habitudes que celles qui s'occupent des impacts ou que les économistes qui travaillent sur les réductions d'émissions. Enfin, il y a un effort important qui est fait pour utiliser dans toute la mesure du possible le même vocabulaire à propos des incertitudes. Voilà. Je vous ai ainsi, au bout d'une heure, à peu près une heure d'exposé, parlé du travail du GIEC. Et j'ai donc couvert l'essentiel de ce que j'avais promis. Maintenant, j'ai la possibilité de continuer, si vous le souhaitez, en parlant un peu plus du contenu du dernier rapport du GIEC. Ce sont certainement des éléments de rappel pour certains d'entre vous, ce sont peut-être des choses moins connues pour d'autres. Mais je suis entre vos mains. Donc moi, je ne sais plus très bien comment vous gérez le temps. Je sais qu'on a de 14 à 16 heures, mais je ne sais plus quel temps vous prévoyez pour la partie questions-réponses, dont je sais qu'elle est importante aussi. Donc, je ne sais pas, moi, comment vous voulez faire. Est-ce que vous voulez éventuellement qu'on voit des questions sur ce que j'ai exposé jusqu'à présent, et puis qu'on voit le temps qui reste pour parler du contenu du rapport GIEC, ou bien je continue et vous me dites j'ai jusqu'à telle heure et je m'arrête à cette heure-là. C'est comme vous voulez. Oui, on pourrait faire une première salle de questions maintenant, et puis ensuite reprendre si vous... Oui. Ouais. Oui, très bien. Si ça ne va pas vous refroidir. Non, je suis entre vos mains, c'est comme vous voulez. Oui. C'est impressionnant de voir le travail accompli par le GIEC. Moi, j'ai une question qui me vient, puisque en fait, le GIEC est de l'émergence d'actions gouvernementales à partir des recommandations. Comment se fait l'application par les gouvernements vers le milieu industriel, le milieu privé, etc. Ça, c'est un tout autre sujet. C'est une très bonne question, mais c'est un tout autre sujet. Excuse-moi. C'est une très bonne question, mais... Est-ce qu'il y a, par exemple, un rapport du GIEC qui propose des schémas d'action, mais ça reste dans le cadre de la confidentialité, entre guillemets, gouvernementale? Donc, les rapports du GIEC sont publiés, hein, donc il n'y a rien de confidentiel. Donc, toutes les options, les outils, les moyens d'action possibles sont pour la partie adaptation, dans les contributions du groupe 2 et pour la partie réduction d'émissions dans la contribution du groupe 3. Les gouvernements, ils en font ce qu'ils veulent. Et il faut savoir quand même que
l'endroit principal où les rapports du GIEC sont sur la table officiellement, c'est dans le cadre des COP et des réunions subsidiaires des conférences des partis. Hein. COP, ce sont les Conference of Parties, ce sont les conférences des partis, sous-entendues de la Convention sur les changements climatiques. Et il y a, lors des COP ou lors des réunions des organes subsidiaires, qui se réunissent au minimum une fois par an, au mois de mai-juin chaque année, il y a des sessions particulières qui sont prévues pour que les auteurs principaux du dernier rapport du GIEC, quand il y a eu un rapport du GIEC, viennent expliquer ce qui se trouve dans le rapport et viennent répondre aux questions des représentants des gouvernements. Il y a parfois un atelier qui dure plusieurs jours, hein, ça a eu lieu plusieurs fois dans le passé, où les auteurs du GIEC ont la possibilité d'être au même endroit avec une cinquantaine de représentants du gouvernement pour répondre en profondeur aux questions que ces représentants du gouvernement ont par rapport au GIEC. Mais ce que après chaque gouvernement en fait, j'ai peut-être quelques dias si je continue. En fait, je me rends compte que je vais quand même montrer quelques diapositives. Oui, très bien, très bien, il n'y a pas de souci. Je me rends compte qu'elles, d'une certaine manière, elles répondent à ta question. Premier rapport, qui a 28 ans maintenant, a été publié en 1990. Eh bien, on peut résumer, c'est un humoriste évidemment qui a fait ça. Il dit ceci en 1990, eh bien, ce changement climatique, c'est le GIEC qui parle ici, ça pourrait être un problème. Et puis, le rapport suivant, en 1995, les changements climatiques, c'est sérieusement un problème. Le troisième rapport, en 2001, ben, vous savez, il faudrait commencer à ce qu'on s'en occupe, parce que le diagnostic n'a fait que se confirmer. Alors ici, en 2007, c'est l'année, j'ai oublié de le dire, je crois, mais peut-être que j'ai une diapositive là-dessus un peu plus tard, c'est l'année où le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts justement d'explication et de diagnostic utiles aux décideurs. Désolé, j'ai peut-être l'impression de ressembler à un disque rayé et de répéter la même chose depuis 4 rapports. Et puis en 2013, nous avons vraiment tout vérifié et je vous assure que nous ne sommes pas en train, que nous n'avons rien inventé. Mais d'une certaine manière, chaque fois on disait presque la même chose, d'où le dernier dessin. Bon, il a mis 2019, là, il s'est trompé parce que le prochain ce sera 2021-2022, mais il imagine que le scientifique, c'est toujours le même scientifique, il a vieilli un petit peu, il tape sur le micro pour voir si le micro fonctionne. Donc voilà, c'est une manière de répondre à ta question qui montre que, disons, les rapports du GIEC ne sont pas parfaitement entendus par les gouvernements. Ceci dit, tout de même, le premier rapport du GIEC, il a inspiré la Convention, comme je vous l'ai dit. C'est peu connu, et la Convention, les organes de la Convention aiment bien qu'on oublie ça, parce qu'ils essaient de faire croire que le GIEC est à leur service, etc. Mais le GIEC a inspiré, allez voir, le chapitre 11 du groupe 3 du premier volume, du premier rapport, a inspiré le texte même de la Convention. Le deuxième rapport, publié en 1996, a été très important au moment où le protocole de Kyoto, qui a été adopté en décembre 1997, a été adopté. Hein, il a fourni un élan qui a aidé à ce que le protocole de Kyoto soit adopté. Le troisième rapport, l'évaluation, qui a commencé à étudier de manière beaucoup plus complète tout ce qui tournait autour des impacts des changements climatiques, qui devenaient visibles, et à discuter aussi, parce que la littérature scientifique avait évolué dans cette direction-là, les options d'adaptation, eh bien, le résultat de cela a été qu'à partir de 2001-2002 à peu près, dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques, il y a eu beaucoup plus de débats sur l'adaptation et sur ce qu'il était possible de faire dans le domaine de l'adaptation, avec des revendications financières associées, évidemment, puisque beaucoup de pays en développement disent, vous savez, les changements climatiques, c'est la faute des pays développés, donc si nous, on doit s'adapter, ça va coûter cher, il faut que vous nous aidiez à financer cela.
4e rapport est sorti en 2007, à un moment donné où, on n'avait toujours pas de traduction quantifiée de l'objectif de la Convention. L'article 2 de la Convention, ça a été évoqué au dernier séminaire, dit l'objectif ultime de la Convention, c'est stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre en vue d'éviter toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pas de chiffre là-dedans. Ça veut dire quoi, une perturbation anthropique dangereuse? C'était des mots qui étaient dangereux pour les uns, et pas considérés comme dangereux pour les autres. Et donc, il y a eu à un moment donné dans la Convention un mandat pour qu'il y ait des discussions sur la traduction de ces termes assez vagues en chiffres, avec évidemment des résistances très importantes par rapport à cela, parce qu'on savait bien, ceux qui résistaient, qu'à partir du moment où ça s'est transformé en objectif chiffré, on aurait alors forcément, en découlerait des objectifs qui devraient être chiffrés aussi en termes d'émissions à ne pas dépasser. Et donc, si au niveau européen, c'est déjà en juin 1996, donc 4 ans après que la Convention a été adoptée, que les ministres de l'Environnement européens décident et disent au Orbi et Orbi, notre interprétation de l'article 2 de la Convention, c'est qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés de réchauffement au-dessus du niveau pré-industriel. Ce n'est qu'à Copenhague, en 2009, et c'est un des grands succès, je dis bien un des grands succès de la conférence de Copenhague. Donc on a dit beaucoup trop, j'explique ça dans mon livre, que c'était un grand échec. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché à Copenhague, mais c'est un grand succès de la conférence de Copenhague qui a eu pour la première fois un accord, non pas européen, ça date déjà de 1996, mais mondial, pour confirmer à Cancun en 2010, parce que les formes n'avaient pas été tout à fait respectées en 2009, mais c'est un détail d'une certaine manière. Première fois, un accord mondial pour dire l'objectif à ne pas dépasser, le seuil à ne pas dépasser, c'est 2 degrés, et dès Copenhague, il y avait une porte ouverte pour qu'on réévalue la question de savoir si, au fond, 1,5 degré, ce ne serait pas plus prudent en termes d'objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été alimenté très largement par le 4e rapport et par certains graphiques que je peux vous montrer si j'y arrive. Et puis le 5e rapport a informé la revue plus complète de cet objectif de 2 degrés pour lequel il y avait eu un mandat à Copenhague d'arriver le jour où on aurait enfin un nouveau traité qui est devenu l'accord de Paris. Dans la négociation de l'accord de Paris, je crois que les rapports du GIEC ont joué un certain rôle. Donc, autant je me suis moqué un tout petit peu de la manière dont les gouvernements n'ont pas utilisé peut-être suffisamment vite l'entièreté des rapports du GIEC, autant tout de même il faut reconnaître que le GIEC a eu une influence très importante dans le processus, ce qui explique, c'est la diac dont je parlais tout à l'heure, la raison pour laquelle le comité Nobel a décidé de donner le GIEC pour moitié, de donner le prix Nobel de la paix pour moitié au GIEC et pour moitié à Al Gore pour les raisons qui sont là. Oui. Oui, en fait, si je comprends bien, il y a high agreement, robust evidence, but nothing is binding. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord liant les nations à respecter tout ce qui sont ces évidences. Mais ça, de toute façon, ça se passerait en dehors du GIEC. Oui, oui. Mais quand on voit... Si ça se passait, ce serait dans le cadre de la Convention. Oui, oui. Mais quand on voit que depuis qu'on connaît le problème climatique, malgré tout, je crois que cette année, on a encore 1,4% d'émissions de CO2 en plus, hein, si mes informations sont bonnes. Comment se fait-il que, effectivement, moi je pense que le gros problème, c'est que par exemple Trump, on est dans des économies compétitives où chacun dit « moi j'ai mes avantages ricardiens de mon pétrole et du charbon, je n'ai pas envie d'y renoncer, et donc tant pis pour le reste de l'humanité, je ne m'implique pas comme ça. » Oui, c'est une question qui dépasse très largement le travail du GIEC. Hein. Je dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore d'action internationale suffisamment, un niveau suffisant pour que
le climat soit vraiment stabilisé. Et ça, c'est une question très vaste. Entre parenthèses, je pense que ceux qui estiment que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire pour le climat, pour maintenir l'exploitation des ressources, je pense qu'ils vont se retrouver assez rapidement, c'est ce que le gouverneur de la Banque d'Angleterre a dit il y a déjà 2 ans, je crois, devant des stranded assets dont ils ne pourront plus faire grand-chose, parce que quand le reste du monde aura été suffisamment loin sur la voie de la décarbonation, ceux qui seront encore en train de produire leur énergie ou leurs produits en utilisant des combustibles fossiles vont à un moment donné se trouver face à des barrières tarifaires ou douanières de tous les autres qui auront décidé d'aller vers une autre manière de produire. Or, c'est quand même tout doucement, même si ça ne va pas assez vite, c'est quand même tout doucement ça qui est en train de se passer. Hein. Donc, et les États-Unis sont toujours très isolés sur cette longueur d'onde-là. Bon, c'est pas tout à fait clair ce que la Russie pense vraiment, parce que la Russie parle très peu sur le sujet. En fait, ils ont quand même laissé entendre qu'ils allaient ratifier l'accord de Paris à un moment donné. On va voir si ça se confirme ou pas. Ils n'ont toujours pas fait à ma connaissance. Mais enfin, l'accord de Paris est tout de même l'accord qui a été l'accord international, tout court, hein, qui a été ratifié le plus vite de l'histoire. Hein, il y a eu il y a plus de 170 pays qui ont ratifié. Mais qui ne lient pas les partis, quoi. Ce sont des promesses, mais ça ne lie pas. Oui et non. C'est quand même un texte qui engage tout le monde sur des objectifs communs, hein, en termes de température à ne pas dépasser, de mode de développement bas carbone à promouvoir, d'adaptation et de résilience à promouvoir aussi, de flux financiers cohérents avec les objectifs que je viens de citer à développer. Donc s'il n'y a pas de, c'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions, je veux dire, immédiates et concrètes, mais qui sont de toute façon extrêmement difficiles à mettre en œuvre dans un accord international. Il y avait des sanctions dans le protocole de Kyoto qui n'ont servi à rien. Il y avait des sanctions dans le protocole de Kyoto qui n'ont servi à rien. Le Canada, ayant vu qu'ils ne respecteraient pas leurs engagements, ont simplement annoncé 2 ans avant la fin de la période concernée qu'ils quittaient l'accord de Kyoto. Donc, les sanctions sont inapplicables, puisqu'à partir du moment où ils ne sont plus dans l'accord, Macron essaye maintenant de mettre des sanctions dans les accords de commerce internationaux. Ça passera peut-être, effectivement. La déclaration des droits de l'homme a été acceptée par de nombreux pays, et c'est pas pour ça qu'on voilà. c'est un peu le même. Enfin, c'est peut-être grossier comme comparaison. C'est sûr. Mais il a quand même le mérite d'exister. Pardon ? C'est pas du tout grossier. Je pense que c'est exactement la même. Moi, j'ai l'impression. Donc, sur le plan juridique international, une déclaration est ce qu'il y a de moins contraignant. Oui. Et selon c'est ce qui est symbolique le plus fort. Donc, par conséquent, bon, ça joue sur des choses. Les accords de Paris, c'est quand même beaucoup plus qu'une déclaration. Hein. C'est quand même toute une série de paragraphes assez opérationnels. Hein, bon, avec l'obligation, quand même, très largement respectée, ce qui a quand même été extraordinaire, je trouve, pour les pays de déposer et de publier, via le secrétariat de la Convention, des plans nationaux d'action pour réaliser les objectifs. Alors, d'accord, ces plans sont insuffisants, etc., mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'alors on avait avant une situation, un protocole de Kyoto, on avait une quinzaine de pays, hein, si on prend l'Union européenne comme un seul pays, une quinzaine de pays qui devaient faire quelque chose et le reste du monde qui devait rien faire. C'est quand même extraordinaire qu'on soit passé de cette situation-là, une situation où tous les pays disent Orbi et Torbi, publiquement, on va essayer de faire ceci ou ça. Bon, est-ce qu'ils vont le réaliser, ça pose une autre question, mais c'est un progrès extraordinaire. Et non seulement il y a ça, mais il y a aussi une règle, et c'est une règle stricte, dans l'accord de Paris, que ces engagements doivent être revus tous les 5 ans. Non seulement ils doivent être revus tous les 5 ans, mais qu'ils ne peuvent être revus qu'à la hausse. Donc, il y a quand même dans les accords de Paris un progrès significatif par rapport à la situation précédente. Et alors, cela étant dit, c'est tout à fait insuffisant par rapport
à l'enjeu et à l'urgence. Mais c'est tout de même beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant 2015. Oui. Le Temple des accords de Paris avait précisément fait l'objet de la dernière réunion qu'on a eue du GRIS ici à l'UCL. Et donc on s'était posé la question suivante. Auprès de la communauté scientifique, il y avait une réception relativement sceptique des accords dans la mesure où ils auraient été en fait trop ambitieux et pas réalisables, à moins de faire intervenir des technologies d'absorption du carbone. Et donc je me demandais un peu quel était votre avis par rapport à ça. D'abord, malheureusement, je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin du séminaire en question, mais je suis toujours extrêmement méfiant. Je n'étais pas d'accord avec toute une série de choses qui ont été dites. Malheureusement, j'ai dû quitter, j'avais une autre réunion très importante, je n'ai pas pu rester. Toute une série de choses qui ont été dites au séminaire précédent avec lesquelles je n'étais pas d'accord, notamment sur le fait que l'objectif de 2 degrés venait de la communauté scientifique, venait du GIEC, tout à fait erroné, d'un choix politique qui a été fait à un moment donné. Sur la base d'informations scientifiques, ce n'est pas une recommandation du GIEC. Et je me méfie aussi très largement de toutes les affirmations du genre la communauté scientifique, ou les journalistes, ou les entreprises pensent ceci ou pensent ça. Donc chaque fois que ce n'est pas qualifié avec des sources d'informations sur qui a dit quoi, dans quel contexte, pour moi, ce sont des déclarations qui n'ont pratiquement aucune valeur. Donc, qu'on me montre d'abord qui est la communauté scientifique, comment elle s'est exprimée pour dire cela, et en tout cas, moi je peux vous montrer que dans les rapports du GIEC, on dit plutôt le contraire. J'ai des dias qui montrent que dans le volume 3, dans la contribution du groupe 3 au dernier rapport, on dit qu'il est possible techniquement et socio-économiquement de rester en dessous de 2 degrés, et même en dessous d'1,5 degré, sous-entendu à condition d'avoir la volonté politique suffisante. Donc, je suis extrêmement sceptique par rapport à ce genre de déclaration, et en tout cas, je ne les partage pas. Oui. En fait, j'ai une question à vous poser au niveau du caractère prédictif en fait, et des modèles qui sont faits pour prédire en fait le climat dans les années à venir. J'ai lu qu'on se basait sur des équations différentielles qui n'étaient pas possibles de résoudre algébriquement, mais qu'on avait besoin de modèles qui utilisaient en quelque sorte des simplifications, et donc des modèles relativement, entre guillemets, imprécis. Et je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Et il me semble que j'ai lu quelque part qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, on avait utilisé un de ces modèles et qu'on s'était un petit peu trompé quant à l'évolution. L'évolution de la température avait évidemment augmenté, mais pas de manière aussi importante que celle qui avait été prévue. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'il y a moyen d'un petit peu remédier à cette situation, ou bien est-ce qu'on est obligé de chipoter, et si on chipote, comment est-ce qu'on peut chipoter pour avoir quelque chose de précis? Les modèles sont exactement ce que leur nom indique. C'est un modèle, c'est une représentation qui est forcément associée à un certain nombre de simplifications ou d'approximations de la réalité. On ne peut pas représenter dans un modèle le comportement de chaque atome, de chaque molécule, à chaque fraction de seconde. Donc forcément, on est obligé de faire des approximations. Mais les modèles sont aussi basés sur l'ensemble des connaissances que l'on a à un moment donné sur le fonctionnement des différents systèmes qui interagissent, sont basés aussi sur ce que l'on sait à propos justement des interactions entre les différentes composantes du modèle. Et puis, pour que le modèle ait le moindre intérêt, il faut le valider. Il faut le valider. Et comment est-ce qu'on peut valider un modèle de climat? Eh bien, en s'intéressant au climat du passé. Et je vais peut-être passer à une diapositive pertinente tout de suite. Je vais essayer de vous la montrer d'un coup. Voilà. On a évidemment voulu essayer de voir si les modèles étaient capables d'expliquer d'abord différents paramètres. Ce qui est montré ici, c'est la température globale, qui n'est qu'un des paramètres qui résume l'état du climat. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est un des plus importants. Et voilà comment les choses se présentent. La courbe noire,
c'est la température observée. D'accord? Avec cette espèce de soi-disant pause que je vous ai montré tout à l'heure. La courbe bleue, c'est la moyenne des simulations faites avec l'ensemble des modèles du monde entier quand ils sont forcés uniquement par les facteurs naturels. Quels sont les facteurs naturels qui sont importants à cette échelle de temps-là? Ce sont les petites fluctuations d'activité solaire et ce sont les éruptions volcaniques. Point final. Tous les autres facteurs jouent à d'autres échelles de temps et donc sont irrelevants pour ceci. On voit bien que après 1950, à peu près, la courbe bleue ne reproduit pas très bien la courbe noire. Heureusement, il y a la courbe rouge qui est là, qui représente en fait la moyenne de l'ensemble des simulations représentées par la zone jaune qui est ici. Et cette courbe rouge, c'est la moyenne des simulations obtenues par les mêmes modèles, forcés par les facteurs naturels et les facteurs humains, c'est-à-dire gaz à effet de serre et pollution classique, qui a un petit effet de refroidissement parce qu'il empêche une partie du rayonnement solaire d'atteindre le sol. Et donc ce que l'on a vu, c'est qu'au fil des rapports du GIEC, publiés, donc chaque ligne droite ici c'est un rapport du GIEC, 1990, 95, 2001, 2007, 2013, l'écart entre les simulations utilisant uniquement des facteurs naturels et les simulations basées sur l'ensemble des facteurs devenait de plus en plus grand. Et c'est ce qui explique qu'au fil du temps, la confiance des différents rapports du GIEC quant à la solidité du lien entre activité humaine et réchauffement est devenue de plus en plus grande. En 1990, cette confiance, elle était nulle. On disait la détection des activités, de l'effet des activités humaines au climat, ça prendra probablement encore une décennie. En fait, il n'a pas fallu attendre une décennie, puisque en 1995, on disait déjà un faisceau d'éléments suggère une influence perceptible qui commence à devenir visible dans le brouillard des données des activités humaines sur le climat. Puis ça a commencé à être quantifié, c'est devenu likely. Vous vous souvenez, likely, c'est une probabilité de 2 chances sur 3 et au-delà. Et puis, même phrase, donc probabilité, je vais trop vite. Donc qu'est-ce qui est devenu likely? C'est que l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années, donc ça veut dire depuis 1950, depuis le milieu du XXe siècle, c'est écrit en 2001, est dû aux activités humaines. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans les rapports qui ont suivi? On a gardé presque la même phrase, sauf que likely est devenu very likely, 9 chances sur 10, et dans le dernier rapport, c'est devenu extremely likely, 95 chances sur 100, et bon, extrapoler, se dire que probablement dans le 6e rapport, on va passer à virtuellement certain, 99 chances sur 100. Donc oui, les modèles sont imparfaits, les modèles contiennent des approximations, les modèles ne prétendent pas être capables de reproduire chaque fluctuation, quoique il y a un certain nombre de cas où on comprend bien pourquoi il y a eu des fluctuations vers le haut ou vers le bas suite à une grande éruption volcanique, par exemple en 1991, Pinatubo aux Philippines. On a justement à ce moment-là, il y a des scientifiques malins et rapides qui ont saisi l'occasion. Ils entendent parler d'une grande éruption du Pinatubo, un volcan dont on parlait il y a quelques mois, en parenthèse, en se disant qu'il allait peut-être de nouveau avoir une grande éruption. Et puis l'éruption a eu lieu, c'était une très forte éruption qui a envoyé énormément de poussière dans la stratosphère, parce que la puissance est tellement forte que les poussières sont montées dans la stratosphère, ce qui veut dire, une fois qu'elles sont dans la stratosphère, qu'elles restent beaucoup plus longtemps que celles sont dans la partie inférieure de l'atmosphère, et pendant les 2 ans qui ont suivi, 92-93 à peu près, il y a eu un nuage de poussière qui s'est distribué autour des régions équatoriales principalement, mais qui a fini par s'étendre dans le monde entier, qui devait être un facteur de refroidissement. Il y a des scientifiques rapides et malins qui ont dit, ben nous on va calculer, on va mettre les modèles en route tout de suite, on va mettre la quantité d'aérosol qui a été mesurée par satellite, etc., dans les modèles, et on va voir ce que ça représente pour la température en moyenne globale dans les 3 ans qui viennent.
Et ils ont publié ça dans les 6 mois. Ça a été très très vite. Et ce qu'ils ont publié comme chiffre, si je me souviens bien, c'était une baisse d'un demi-degré. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a été publié avant que ça se passe. Ça a été très vite. Donc, oui, les modèles ne sont pas parfaits, mais ils ont quand même réussi à publier. J'aurais pu vous montrer, je n'ai pas cette dia ici dans cette présentation-ci, mais je l'ai quelque part dans mon ordinateur, des projections qui ont été faites en 1975. 1975, ça commence à dater. Hein, de l'évolution de la concentration en CO2, par exemple, pour 2010, 2015, sur la base de scénarios raisonnables d'émissions. Eh bien, on a les valeurs, les 409 ppm ou les 410 ppm dont je parlais tout à l'heure. Ce sont les valeurs qu'on trouve dans des articles publiés dans Science, dans Nature, en 1975, pour la période actuelle. Donc, oui, les modèles ne sont pas parfaits, mais ils ont quand même réussi à faire beaucoup de choses. Quant aux projections de température et à la gamme de température dans laquelle on est, j'ai peut-être quelque chose à vous montrer. Cette diapositive-ci, c'est le problème de la sensibilité des modèles climatiques. On a toujours, et c'est quelque chose dont l'oratrice du séminaire précédent a parlé aussi, mais elle a dit aussi un certain nombre de choses qui étaient incorrectes à ce sujet. La sensibilité climatique, ce qu'on appelle dans notre jargon de climatologue la sensibilité climatique, quand on ne précise pas davantage, c'est le changement dans la température en moyenne globale à l'équilibre quand on double la quantité de CO2 dans un modèle. D'accord ? Donc on a par exemple la quantité pré-industrielle qui est 280 ppm de CO2. On fait tourner le modèle avec cette quantité de CO2 pendant un certain temps, jusqu'à ce que le modèle soit stabilisé. C'est évidemment caricaturé ici par une ligne droite, c'est un peu plus compliqué dans la réalité. Et puis, on applique ce qu'on appelle un forçage radiatif, c'est-à-dire l'effet d'un doublement de la quantité de CO2, et on attend. Et qu'est-ce qui se passe? Le modèle prend un certain temps pour voir sa température augmenter. Et on atteint, après un certain temps, quelques dizaines d'années de simulation, une température plus élevée. La différence entre cette température-là, qui correspond à 280 ppm de CO2, et le double, c'est-à-dire 560 ppm de CO2, c'est ce qu'on appelle la sensibilité climatique, sous-entendu un doublement de la quantité de CO2. C'est évidemment un indice de la sensibilité, comme son nom l'indique, du modèle à une perturbation de la quantité de CO2. On a un très gros problème avec cette quantité-là, parce que depuis plus de 40 ans, cette sensibilité, elle se trouve dans une gamme qui est à peu près un facteur 3 d'incertitude, entre 1,5 et 4,5 degrés, ce qui est énorme, quelque part. Donc, aucun climatologue aujourd'hui ne peut vous dire avec certitude, si on double la quantité de CO2, la température va monter de 1,5 degré ou de 4,5 degrés. Je peux simplement vous dire, elle va monter d'une valeur qui se trouve quelque part entre les deux, bon, avec une valeur la plus probable qui est sans doute aux alentours de 2,5-3 degrés en moyenne globale, mais c'est pas plus précis que ça. Ce qui veut dire que quand on a des scénarios qui sont évidemment plus compliqués qu'un doublement brutal de la quantité de CO2, dans la réalité les choses ne se passent pas comme ça, mais on a une incertitude quant aux résultats. Et si vous prenez des simulations d'il y a 20 ou 30 ans, les modèles donnent une gamme. Et si on prend un ensemble de modèles, vous allez avoir une gamme de températures avec une certaine incertitude. Et maintenant, quand on met à l'intérieur de cette gamme-là les températures observées, on a des températures observées qui se trouvent dans la gamme de l'ensemble des modèles. Ce qui peut arriver, c'est que si on prend un modèle donné, celui qui a par exemple la sensibilité la plus faible ou la plus élevée, c'est qu'il y a un grand écart entre les deux. Mais si on prend la gamme des modèles qui tient compte de cette sensibilité, problème qui est largement causé par la difficulté de représenter le comportement des nuages
d'une manière suffisamment détaillée, eh bien, on a des modèles qui finalement reproduisent assez bien, à cette incertitude près, qui est loin d'être négligeable, le comportement observé. Une petite question concernant le CO2. Le CO2 semble favoriser la croissance végétale, si mes informations sont bonnes. Oui, est-ce que les modèles du GIEC parviennent à calculer ça selon les surfaces de croissance des végétaux? Est-ce qu'ils parviennent à intégrer ça dans leurs calculs? Certains modèles, oui, d'autres pas. Maintenant, le CO2, c'est vrai que c'est une matière première pour la végétation. Seulement, la végétation n'a pas besoin que de CO2. Il faut aussi de l'eau, il faut aussi une température qui ne soit pas trop élevée, il faut toute une série de paramètres qui sont nécessaires pour que la végétation soit des arbres ou autre chose, ou des cultures, puissent se développer favorablement. Hein. Donc ce n'est pas parce que simplement le CO2 en tant que tel est un fertilisant que pour autant la végétation mondiale va dans son ensemble profiter de la même manière de cette augmentation de la quantité de CO2. Ça va évidemment avoir des effets sur la végétation, donc la concentration elle-même va évidemment avoir des effets sur la végétation, mais ça ne va certainement pas être partout des effets positifs. Hein? On s'attend par exemple dans certaines régions à ce que les mauvaises herbes se développent, profitent beaucoup mieux du CO2 que les cultures céréalières ou autres que l'on voudrait utiliser pour l'alimentation humaine, par exemple. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce que le CO2 c'est un fertilisant, mais qu'avoir plus de CO2, en résumé, c'est bien pour tout le monde. C'est plus compliqué que ça. Et par ailleurs, il y a aussi tous les autres paramètres, disponibilité en eau, etc., qui varient aussi. Dans certaines régions, on va vers plus de sécheresse, dans d'autres régions, on va vers plus d'inondations. Et donc, dans les deux cas, vous avez beau avoir plus de CO2 et c'est sur papier magnifique pour la végétation, et la végétation va pas forcément se porter mieux pour autant. Donc, alors certains modèles tiennent compte de cela et d'autres pas. Des questions? S'il n'y a plus de questions sur le travail du GIEC, je continue peut-être sur... Moi, comme vous voulez, moi. Peut-être je peux les garder pour plus tard. Pardon? Sinon, moi j'ai des questions, mais notamment, j'avais une question... On est d'abord là pour ça, hein, parce que c'est ça le sujet annoncé. J'avais une question sur la table des matières, en fait. Vous avez dit que ça se faisait... c'était défini par le bureau. Non, je suis en train de par la plénière. Oui, par la plénière. Après un travail de préparation qui est évidemment gouverné par le bureau, par les secrétariats des groupes de travail, etc. Mais c'est la plénière qui décide et qui négocie, parce que c'est l'objet d'une négociation de la table des matières. Et alors, comment ça se discute? C'est à force de propositions Donc, il y a une proposition qui est sur la table au début de la plénière. Cette proposition, elle est basée sur un travail très en amont qui est fait par les groupes de travail, pour chaque groupe de travail, parce que les tables des matières, ce n'est pas un groupe de travail. Hein. Donc, en fait, il y a 3 tables des matières. Ouais. Et puis alors, plus tard, il y en a une 4e, celle du rapport de synthèse, qui est assez fondamentalement différente des tables des matières, des contributions des groupes de travail, qui va être élaborée. Donc, par exemple, pour le 6e rapport, on a adopté en septembre dernier, à Montréal, à la plénière de Montréal, on a adopté les tables des matières des 3 groupes de travail, mais on n'a pas encore la table des matières du rapport de synthèse, qui ne sera l'objet de négociations, je pense que d'ici 1 an à peu près. Quand on aura avancé un petit peu dans le travail groupe par groupe, pour voir où il y aura le plus d'intérêt à faire des coupes transversales au travers de toute cette matière-là pour avoir un rapport de synthèse, comme celui que j'ai fait circuler tout à l'heure, qui soit intéressant. Alors, donc il y a un travail en amont qui est fait par chaque groupe de travail, qui est coordonné par les bureaux de chaque groupe de travail, et qui produisent un projet de texte qui est soumis à une réunion de cadrage qui a lieu en amont de la plénière, qui est une réunion où il y a des représentants, ce sont surtout des scientifiques qui participent à cela, mais il y a aussi un certain nombre de représentants de gouvernement qui sont déjà présents à ce stade-là, pour ne pas partir tout à fait dans une direction qui ignorerait les intérêts des groupes
du moment des gouvernements. Et donc, lors de cette réunion de cadrage, qui a eu lieu quelques mois avant la réunion de Montréal en septembre dernier, les groupes de travail se réunissent et séparément et à un moment donné ensemble pour préparer, et ce sont des discussions entre scientifiques principalement à ce moment-là, un petit peu avec les représentants du gouvernement, préparer un projet qui va être sur la table de la plénière, qui a été donc déposé sur la table de la plénière en septembre. Ces projets font parfois, ce n'est pas toujours le cas, l'objet d'une demande de commentaires par écrit avant la plénière. Donc les gouvernements ont la possibilité de faire des commentaires écrits sur les aspects qu'ils voudraient voir davantage développés ou les aspects dont ils ne veulent pas entendre parler dans le rapport. Je dis, par exemple, le sujet de la géo-ingénierie, par exemple, qui est un sujet qui monte dans l'intérêt. Il y a des gouvernements qui ne veulent pas entendre parler de ça. C'est une position très difficile à défendre, parce que c'est un sujet qui est présent dans la littérature, donc c'est très difficile de dire, d'autant plus qu'on a déjà traité quelquefois dans des rapports passés, très difficile de défendre l'idée n'est pas passée, mais il y a eu des discussions, par exemple, assez intenses sur l'importance, la visibilité à donner. Est-ce que c'est un chapitre? Est-ce que c'est une section? Est-ce que c'est une sous-section? Est-ce que c'est un endroit? Ou bien est-ce que c'est un endroit dans une boîte? Encadré, pour parler français, ou bien est-ce que ça va être quelque chose de moins visible dans un chapitre comme un des thèmes évoqués dans une liste de 5 sujets différents? Eh bien, c'est quelque chose qui est discuté pied à pied, mot à mot, tout comme le résumé pour les décideurs. Et alors, une fois que la table des matières est adoptée, les auteurs n'ont pas le droit de changer la table des matières. Ils ont une table des matières à respecter, ils doivent traiter les sujets qui ont été adoptés par la plénière et ils doivent le faire le mieux possible. Ils ne peuvent plus changer la table des matières. À moins d'avoir de très très bonnes raisons de le faire, mais alors ça doit repasser par la plénière pour faire éventuellement un amendement. C'est très rare. J'ai aussi une question juste de méthodologie. Au fond, le GIEC se présente comme un groupe d'experts qui prend pas de position, qui ne fait même pas de recommandations sur le plan politique. Comment se fait la jonction entre les recommandations, les postures scientifiques et au fond le politique? Pour faire la COP par exemple, ce sont des gouvernements qui prennent le relais, mais il n'y a pas une instance d'articulation entre le scientifique et le politique. Et comment ça se fait? C'est une bonne question. En théorie, il y en a une. C'est ce qui s'appelle le SUBSTA, c'est le Subsidiary Body, c'est l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technique. Scientific Body, Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice, SUBSTA, SBSTA, SUBSTA en jargon, qui est un organe subsidiaire de la Convention, et dont le mandat, si on va voir dans le texte de la Convention, c'est la Convention elle-même qui a créé 2 organes subsidiaires, un qui s'occupe de la mise en œuvre, c'est SBI, Subsidiary Body for Implementation, et SUBSTA pour le Conseil scientifique et technique. Si on va lire le mandat, en fait, SUBSTA a comme responsabilité d'assurer cette interface entre les informations scientifiques, principalement celles qui viennent du GIEC, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi certains qui voudraient que l'organisation des pays, les rapports de l'organisation des pays exportateurs de pétrole aient la même valeur que les rapports de GIEC, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Mais dans les faits, ça ne se passe pas vraiment comme ça, parce que qui est là à SUBSTA? Les représentants des gouvernements. Donc, c'est une autre salle où les mêmes gens que ceux qui participent à la COP sont présents avec une casquette un peu différente. Et ils sont là pour... et la COP, c'est pas le GIEC, parce que tu parles de COP. Pardon? La COP, c'est pas le GIEC. Non, la COP, c'est pas le GIEC. Mais oui, le SUBSTA, c'est de la COP. De la COP, ah oui, d'accord, oui. Mais dans la pratique, le président du GIEC parle à l'ouverture de la COP, pas à l'ouverture de SUBSTA. Les ateliers sont parfois organisés par SUBSTA, mais la distinction entre ce que fait SUBSTA et ce que fait la COP n'est pas toujours, en ce qui concerne l'interface par rapport à l'information scientifique, extraordinairement claire. Donc, et la COP, alors, ce sont les gouvernements qui prennent leur relais. La COP, c'est le gouvernement, mais SUBSTA aussi, si tu veux. Donc,
C'est pour ça que cette notion d'interface est un peu floue, parce que Substa est fait des représentants des gouvernements, la COP est fait des représentants des gouvernements, et quelque part, le GIEC est aussi fait des représentants des gouvernements, sauf pour la production des rapports, où là, ce sont des scientifiques, mais qui travaillent sur la base d'un mandat, comme je viens encore d'expliquer pour la table des matières, qui est défini par les gouvernements, et avec un résumé pour les décideurs, qui en plus est négocié mot à mot, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec les représentants du gouvernement. Donc c'est un équilibre subtil, et c'est une source de tension parfois extraordinairement forte entre les scientifiques qui ont écrit le rapport et certains représentants du gouvernement. Et on pourrait être tenté, et certains sont tentés de dire régulièrement, il faut arrêter cette interférence des gouvernements dans le processus. Moi je dis non, si on fait ça, le GIEC, on l'oublie. On mettra à partir du moment où les gouvernements n'en font plus partie directement les rapports dans un tiroir, s'il y a encore quelqu'un qui est prêt à financer le travail en question. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas une instance susceptible d'imaginer des scénarios, au fond. Tu pourrais dire, ils ne prennent pas de position, mais pour dire, voilà trois scénarios possibles. Mais il faut des scientifiques pour faire ça. Oui. Alors c'est intéressant la question des scénarios. Un des rapports spéciaux a été consacré en 1999-2000 à la question des scénarios. Alors 1999-2000, c'est juste après qu'on ait adopté le protocole de Kyoto, et c'est avant la COP de Marrakech qui a eu lieu en 2001, sous présidence d'ailleurs belge de l'Union européenne, pendant laquelle l'ensemble des règles de mise en œuvre du protocole de Kyoto devait être adopté. Donc c'est un moment, 1999-2000, quand le rapport spécial du GIEC sur les scénarios a été publié, qui était très sensible encore, parce qu'il y avait beaucoup de tensions au cours de la ratification du protocole de Kyoto, qui n'était pas encore ratifié par suffisamment de monde pour entrer en vigueur. Le protocole de Kyoto n'est entré en vigueur qu'en 2005, presque 8 ans après son adoption. Comparé à Paris, qui est entré en vigueur moins d'1 an après son adoption, c'est beaucoup plus lent. Donc, moment très tendu. Et moment pendant lequel un rapport spécial du GIEC est en préparation sur la question des scénarios d'émission, le Special Report on Emission Scenario. Eh bien, le mandat qui a été donné aux auteurs du GIEC chargés de préparer ce rapport spécial sur les scénarios et dans le cadre duquel ils devaient préparer des scénarios, le mandat de ce rapport, je n'ai pas participé moi-même aux discussions, donc je n'ai pas vécu ça moi-même, je n'ai qu'un regard un tout petit peu extérieur par rapport à ça, mais je sais que je connais en tout cas le résultat. Le résultat a été que les scénarios pouvaient parler de tout ce qu'on voulait, mais pas d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. On ne pouvait pas, les auteurs n'avaient pas le droit, et ça c'est par la manière dont la table des matières a été négociée. La table des matières, je vous dis, elle vient de la plénière. Ne pouvaient pas considérer des scénarios de politique climatique active. Vous allez me dire, bon, comment ça se fait qu'il y a quand même plusieurs scénarios? Pourquoi est-ce qu'il y a des scénarios bas, des scénarios élevés? Ah, mais ça, c'était un peu jésuitique, mais c'était des scénarios qui étaient bas ou élevés pour d'autres raisons que des raisons de politique climatique. C'était parce que, je ne sais pas, on avait une évolution comme ci ou comme ça de la population mondiale, comme ci ou comme ça de la technologie, comme ci ou comme ça de l'économie mondiale, comme ci ou comme ça des émissions polluantes qui affectaient la qualité de l'air. La qualité de l'air, pas le climat. Et donc ce rapport qui a été fait par le GIEC et qui a très longtemps servi de base à toute la communauté scientifique, parce que ces scénarios, c'était ce qu'il y avait sur la table, c'était des scénarios qui permettaient que l'on compare les modèles, parce que si chaque modèle utilise des scénarios différents, c'est difficile de comparer les choses. Eh bien, il a été fait dans ces conditions-là, avec cette contrainte extraordinaire venant. Alors, la fois suivante qu'il y a eu dans ce scénario, ce rapport sur le scénario, il a exercé ses effets pendant au moins une dizaine d'années, si pas un peu plus. On s'est évidemment rendu compte très rapidement qu'on ne pouvait pas rester avec ces seuls scénarios-là, qu'avoir des scénarios sans politique climatique
fait sérieusement, c'était vraiment grave comme manque. Et comme un certain nombre de pays étaient toujours réticents à l'idée que des scientifiques du GIEC, avec un mandat du GIEC, s'intéressent à des scénarios et qui auraient forcément des connotations politiques très importantes, parce que si on fait un scénario où on décide que tous les Américains font du vélo, par exemple, c'est un scénario. Mais bon, est-ce que c'est un scénario politiquement acceptable? Les Américains, mais c'est valable pour les Européens aussi, pour tout le monde. Donc, faire les scénarios, c'est un sujet très sensible, hein, c'est pas neutre de faire des scénarios. Et donc, dans le processus suivant, qui a été utilisé pour la première fois, le scénario qui a été utilisé pour la première fois pour le 5e rapport, celui qui a été publié il y a presque 5 ans maintenant, le GIEC s'est retiré du processus d'élaboration des scénarios, avec des avantages, des inconvénients. On peut parler longtemps de ce sujet-là. Mais les scénarios ont été élaborés dans la communauté scientifique et le GIEC n'était plus aux manœuvres de l'élaboration. Ce qui avait l'avantage qu'il n'y avait plus cette contrainte ridicule, d'une certaine manière, que les scénarios ne pouvaient pas considérer de politique climatique. L'inconvénient, par contre, que comme c'était la communauté scientifique, c'était un peu brouillon, les procédures en termes d'inclusivité, par exemple, parce que le GIEC est inclusif. Je veux dire par là qu'il fait des efforts délibérés pour qu'il y ait un équilibre géographique dans les équipes d'auteurs, qu'il y ait Bon, ici, on a laissé la communauté scientifique faire les scénarios. Qu'est-ce que ça a voulu dire? Qu'un scénario, un consortium d'institutions scientifiques très actives dans le domaine de l'élaboration des scénarios s'est formé, présidé par un Américain, avec un secrétariat aux États-Unis, avec 9 institutions sur 10 en faisant partie qui étaient nord-américaines ou en tout cas anglo-saxonnes dans cette constellation-là. L'avantage, c'est qu'on a eu des scénarios, on a eu une gamme plus vaste de scénarios et qu'on a eu toute une série de politiques comprises dans ces scénarios, prises en compte dans ces scénarios, mais il faut imaginer que ça a eu des inconvénients aussi d'autres points de vue. Également en termes de transparence, d'accès aux données, de respect du calendrier, par exemple. Quand le GIEC fait quelque chose, je vous ai montré le calendrier de la R4, il n'est pas question, moi je peux vous dire déjà, même pas quand a lieu la plénière pour le rapport de synthèse en 2022, la date est fixée, un endroit pas encore, mais la date est fixée. Donc je peux vous dire que le rapport de Corée sur le 1.5, il est publié le 8 octobre. Cette date du 8 octobre, elle est fixée depuis 1 an, c'est pas 1 an et demi. C'est la même chose. Donc le GIEC est très rigoureux dans son calendrier, dans l'accès aux données, la transparence, etc. Tout ce qui concerne les scénarios, l'accessibilité aux données, les réponses quant aux détails des hypothèses qui ont été faites, etc. C'est beaucoup plus tangent parce que c'est un processus qui a été, dans lequel le GIEC n'a joué qu'un rôle, c'est le terme officiel, catalytique. Mais il n'était pas dans le driving seat. Alia. Oui, moi j'avais une petite question sur le processus d'élection des... Vous avez rappelé que les membres sont les gouvernements, mais donc les personnalités qui représentent les gouvernements sont élus ou désignés ou oui, élus. Par la plénière. Ok. La raison d'un pays, une loi. Un vote secret. Pardon? Pour un vote qui est secret. Ok. J'ai essayé d'être président du GIEC, j'ai eu 56 voix, 56 pays qui ont voté pour moi. Il en fallait 12 de plus, mais je ne sais pas officiellement quels pays ont voté pour moi. Et donc chaque poste dans le bureau est l'objet d'une élection. Évidemment, s'il n'y a qu'un candidat pour la position en question, on va demander si tout le monde est d'accord et on va faire le vote, comme on l'appelle, par acclamation. Hein. Mais normalement, c'est un vote personnalisé. Et secret, comme dans beaucoup d'instances aux Nations Unies. Mais c'est par pays. C'est par pays. À une voix. Et pourquoi c'est gardé secret? C'est une bonne question. Mais souvent les votes concernant des personnes aux Nations Unies sont souvent secrets. D'accord. Personnellement, je serais favorable qu'il ne le soit pas, mais je pense que le résultat aurait peut-être été différent, mais voilà, c'est comme ça.
Donc vous avez un petit peu exposé la procédure de sélection des rédacteurs principaux, et donc il fallait remplir certains critères de mixité par zone géographique. Je me demandais comment est-ce que la garantie était donnée qu'on ait une bonne représentation de chacune des différentes tendances scientifiques, par exemple concernant les assertions sur l'évolution du climat. Bon, je ne pense pas forcément au climato-sceptique, même si la question peut être posée, mais de façon générale, sur chaque thématique, il y a beaucoup de clivage. Comment on fait en sorte que sur chaque thématique, il y a beaucoup de clivage. Je ne suis pas sûr bien, que les clivages soient si importants sur tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels il y a sans doute plus de clivage que d'autres. Mais bon, ça c'est la responsabilité des bureaux de chaque groupe de travail de produire une grille de sélection qui est équilibrée et qui a l'air d'être équilibrée pour tout le monde. Donc on a de temps en temps un auteur qui vient d'une ONG, on a de temps en temps un auteur qui vient d'une entreprise. C'est sûr que tout le monde est sensible à ces questions d'équilibre et que s'il y avait dans le même chapitre deux auteurs qui viennent d'une ONG dans une équipe de 5, je pense qu'il y aurait beaucoup de réactions et que ça ne passerait pas quand l'ensemble du bureau revoit la liste. Et inversement, s'il y avait deux auteurs venant du secteur privé, d'un secteur privé ayant un intérêt à la matière, quelles que soient ses compétences techniques, il y aurait aussi un barrage. Donc, la diversité vient aussi dans une certaine mesure, automatiquement, entre guillemets, par la diversité géographique. Hein, parce que comme il y a ces critères de diversité géographique, et dans les faits, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout, scientifiquement non plus. Mais c'est vrai que c'est un équilibre que l'on cherche à atteindre, hein, mais pas forcément toujours parfaitement observé. Je crois que dans l'ensemble, les noms des auteurs sont connus, leur affiliation aussi. Il n'y a jamais eu de critiques très sérieuses sur l'ensemble de la grille de sélection. Il y a eu des commentaires ici ou là sur le fait qu'il y avait un auteur de Greenpeace, mais il y a eu des auteurs d'ExxonMobil aussi, donc je veux dire, c'est un peu le cas de l'Architecte. Ce que je n'ai pas dit, peut-être que c'est aussi quelque chose à signaler, c'est que depuis une douzaine d'années, il y a des procédures qui sont devenues de plus en plus strictes au fil du temps à propos des conflits d'intérêts. Et donc, que ce soit les auteurs ou que ce soit les candidats au bureau, sont tenus de préparer une déclaration concernant leur conflit d'intérêts potentiel ou l'absence de conflit d'intérêts à leurs yeux, dans tous les domaines, que ce soit en termes de ce qu'on appelle advocacy. Donc, par exemple, on n'accepterait pas qu'un auteur, on peut accepter qu'un auteur soit membre d'une ONG, mais pas qu'il soit le porte-parole de cette ONG, par exemple. Ça, c'est quelque chose que le GIEC estime comme incompatible avec de la même façon, dans une entreprise, on peut accepter qu'il y ait un expert qui travaille dans un bureau d'études et qui a des compétences très particulières dans des techniques qui vont être évaluées dans le chapitre en question. Et ça peut être intéressant d'avoir l'apport technique et scientifique de cette personne-là, mais on ne va pas accepter que ce soit le vice-président du marketing de l'entreprise en question. Donc là, il y aurait un conflit d'intérêts. Ce sont aussi des conflits d'intérêts financiers. Donc, on doit déclarer les investissements que l'on a, le patrimoine que l'on a au-dessus d'un certain montant, qui pourrait avoir quelque chose à voir, dont l'état ou l'évolution pourrait être influencée par les conclusions du rapport, et ces déclarations de conflit d'intérêts sont évaluées par un comité qui est constitué de membres du bureau et d'experts indépendants. Donc il y a quand même... Et dans certains cas, ça a conduit à ce que des auteurs se rendent compte, avant qu'on le leur dise, ou alors qu'on allait le leur dire, que peut-être il ferait mieux de démissionner, de ne pas accepter la responsabilité. Donc il y a eu quelques cas. C'est notamment le cas de personnes qui avaient des brevets dans le domaine de la géo-ingénierie, ou qui avaient donc un intérêt personnel à ce que
le GIEC dise telle ou telle chose dans ce domaine-là, et ils ont été amenés à démissionner. En fait, il est temps de conclure, à moins que tu aies une toute petite question. Non, c'était une question d'un autre ordre. Oh, ok. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste montrer une dernière dia, c'est la dia avec les références de tous les systèmes pertinents et celui où vous pourrez trouver, comment dirais-je, la présentation que je viens de vous faire. Super. Si je retrouve la bonne dia comme ça. Voilà, je pense que c'est celle-là. Voilà. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur mon livre aussi, j'aurais dû faire passer plus tôt. J'en ai quelques-uns ici, si ça vous intéresse, un petit peu moins cher qu'en librairie. Donc vous avez les sites web, vous avez le site web du GIEC, ipcc.ch, vous trouvez l'intégralité des rapports du GIEC et les 150 000 commentaires dont je parlais tout à l'heure, si vous voulez. Ça, c'est ma page web à moi, et vous pouvez trouver les dias de tous mes exposés, parfois des vidéos, etc. Et ces dias-ci, j'essaierai de les mettre dans le courant de la journée de demain. Ceci, c'est un site excellent qui est basé en Australie et qui répond à peu près toutes les questions et tous les arguments que l'on trouve sur l'Internet ou ailleurs et qui n'ont souvent pas beaucoup de valeur et qui viennent de ceux que je préfère appeler les semeurs de confusion, comme les climato-sceptiques. Ceci, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, c'est le site web de la plateforme wallonne pour le GIEC qui essaie de faire quelque chose que j'ai créé il y a 2 ans et qui essaie de faciliter l'interface entre la communauté scientifique belge, francophone, pas seulement wallon, les Bruxellois ne sont pas exclus, et le processus du GIEC qui publie aussi une lettre d'information tous les 2 mois. Il suffit d'envoyer un petit courriel, si vous allez sur la page en question, pour la recevoir si cela vous intéresse. Et puis si vous êtes adepte des réseaux sociaux et de Twitter en particulier, vous pouvez nous suivre ou suivre l'adresse du GIEC, ipcc.ch. Merci.